Que feriez-vous si ceux en qui vous aviez placé votre confiance absolue vous abandonnaient à une mort certaine, sans eau, sans espoir, au milieu de nulle part? C'était le destin cruel qui attendait une jeune femme, jusqu'à ce qu'une silhouette mystérieuse se découpe sur l'horizon. Mais qui était cet homme, et quelle raison obscure le poussait à lui tendre la main? Un soleil impitoyable calcinait la peau claire d'Élise Morin, étendue demi-consciente sur la terre craquelée et brûlante. À 22 ans, jamais elle n'avait imaginé que son existence s'achèverait ainsi, rejetée dans cette immensité sauvage par ceux-là même qu'elle pensait être les siens. Son crime? Avoir osé prendre la défense d'un jeune garçon indigène, accusé à tort de vol dans la petite ville frontière de Silver Creek. De l'eau, souffla-t-elle, ses lèvres gercées peinant à former les syllabes. La gourde qu'il lui avait laissée par pure moquerie ne contenait que quelques gouttes, taries depuis des heures. Sa robe de lin bleu, jadis immaculée, était désormais en lambeaux, souillée par la poussière ocre, et ses cheveux blonds formaient une masse emmêlée de sueur et de sable. Le conseil municipal, sous la coupe de l'impitoyable Marcus Thorne, l'avait déclaré ami des sauvages et avait prononcé cette sentence barbare. Qu'elle vive parmi ceux qu'elle défend avec tant d'ardeur, avait craché Thorne en la forçant à monter dans le chariot qui l'avait conduite loin de la ville, au cœur du désert. Il l'avait jetée au sol sans ménagement. Vous aurez tout le loisir de méditer sur vos loyautés mal placées, mademoiselle Morin, avait-il ajouté avec un sourire cruel, si toutefois vous survivez assez longtemps pour y réfléchir. Élise ferma les yeux, tentant de chasser ce souvenir et la morsure implacable de l'astre solaire. Elle était arrivée à Silver Creek 6 mois plus tôt, espérant refaire sa vie comme institutrice après avoir perdu ses parents lors d'une épidémie dans l'Est. À présent, elle se demandait si elle reverrait un jour l'aube. Soudain, une ombre s'étira sur son visage, offrant un instant de répit béni. Croyant au passage d'un nuage, elle papillonna des paupières, mais découvrit la silhouette imposante d'un homme à cheval qui la dominait. C'était indubitablement un guerrier des plaines. Grand, le port altier, de longs cheveux noirs encadrant un visage sculpté par les éléments. Ses yeux sombres et perçants la scrutaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Élise sentit la peur lui nouer le ventre, les récits terrifiants sur les raids indiens affluant à sa mémoire. Le guerrier mit pied à terre avec une grâce féline et s'approcha avec prudence. Il portait une tunique en peau de daim ornée de perles complexes, et un couteau reposait à sa ceinture. « S'il vous plaît, » murmura Élise, rassemblant ses dernières forces. « De l'eau. » À sa grande surprise, l'homme hocha la tête, comprenant sa détresse. Il retourna à sa monture, prit une outre en peau, puis s'agenouilla près d'elle, soulevant doucement sa tête pour l'aider à boire. Le liquide était tiède, mais il lui parut être un nectar divin en glissant dans sa gorge desséchée. Élise buvait avidement, jusqu'à ce que le guerrier retire l'outre, secouant la tête. « Doucement, dit-il dans un anglais aux accents rugueux. « Trop, vous malade. » Élise acquiesça faiblement. « Merci, » parvint-elle à articuler. « Je m'appelle Élise, Élise Morin. » Le guerrier la considéra en silence un long moment avant de répondre. « Je suis Kala. »« Cela a-t-il une signification ?» demanda-t-elle, cherchant à s'accrocher à la conversation pour ne pas sombrer. « L'ami de tous, » répondit Kala. Il jeta un regard circulaire sur le désert vide. « Les Blancs vous laissent ici, pour mourir ?» Élise hocha la tête, la honte l'envahissant malgré son innocence. « Ils n'ont pas accepté que je défende un enfant, l'un des vôtres. » L'expression de Kala s'assombrit. « Les Blancs prennent nos terres, puis punissent ceux qui montrent de la bonté. » Il se leva, semblant prendre une décision. « La nuit vient, désert froid, vous mourir ici. » L'effroi étreignit le cœur d'Élise, mais Kala lui tendit la main. « Je vous emmène vers mon peuple, peut-être ils aident. » Élise n'hésita qu'un instant. Elle n'avait pas le choix. C'était la mort certaine dans ces solitudes ou un sort incertain parmi les Cheyennes. Elle leva le bras et saisit sa main. Avec une douceur inattendue, Kala l'aida à se hisser sur son cheval avant de monter derrière elle. Alors qu'il s'éloignait de l'endroit qui devait être son tombeau, Élise ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Elle était en vie, mais elle pénétrait dans un monde dont elle ignorait tout.
Le paysage désertique changea progressivement au fil de leur chevauchée. Les étendues plates laissèrent place à un terrain plus accidenté, parsemé de genévriers et d'arêtes rocheuses. Le soleil commença à décliner, incendiant le ciel de nuances orange et violettes. « C'est magnifique », murmura Élise, oubliant un instant ses craintes. « Le grand esprit peint le ciel chaque jour », répondit Cala, « pour nous rappeler la beauté dans un monde dur. » Ils chevauchèrent en silence un moment avant qu'Élise ne trouve le courage de poser la question qui la taraudait. « Pourquoi m'avoir aidé ? La plupart m'auraient laissé, ou pire. » Cala resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, sa voix s'éleva, basse et mesurée. « Il y a bien des lunes, des soldats blancs ont trouvé ma sœur dans le désert. Elle était perdue, séparée de notre groupe de chasse. Au lieu d'aider, Cala s'interrompit, son corps se tendant derrière elle. Ils lui ont fait beaucoup de mal, laissée pour mourir. Je l'ai trouvée trop tard. » Sa voix devint tranchante comme du silex. « Je ne suis pas comme les hommes blancs. Je ne deviendrai pas comme eux. Le sentier de la haine rend le cœur étroit. » Élise sentit les larmes monter aux yeux. « Je suis tellement désolée pour votre sœur, » murmura-t-elle. « Et merci de ne pas me juger pour les crimes des autres. Vous jugez les Cheyennes sur un seul homme, pas tous, » répliqua simplement Cala. « Je fais de même. » À la tombée de la nuit, la température chute brutalement. Élise frissonna dans sa robe légère, et sans un mot, Cala enroula une couverture de laine brute autour de ses épaules. Malgré son épuisement total, elle peinait à se détendre contre cet étranger qui lui avait sauvé la vie. « Reposez-vous, » dit Cala, semblant deviner son malaise. « Long voyage encore. Mon peuple est loin des routes de l'homme blanc. » La dernière pensée consciente d'Élise, avant de sombrer dans un sommeil agité, fut de se demander ce qui l'attendait au campement, et si elle n'avait pas simplement échangé un péril contre un autre. Elle s'éveilla au balancement régulier de la monture. Les premières lueurs de l'aube perçaient l'horizon oriental, projetant des ombres étirées sur le paysage accidenté. Elle réalisa qu'elle avait dormi toute la nuit, son corps ayant capitulé devant la fatigue malgré sa position précaire. « Vous dormir longtemps ?» commenta Cala, sa voix résonnant contre son dos. « Bien, le corps a besoin de guérir. » Élise se redressa, tentant de retrouver un peu de dignité malgré son apparence défaite. « Sommes-nous encore loin ? Arriverons-nous avant que le soleil soit haut ? » « Mon peuple est sur les terres de chasse d'été, » répondit Cala, « une vallée cachée avec un ruisseau. » Tandis qu'ils poursuivaient leur route, Élise remarqua les changements subtils de l'environnement. Le désert aride cédait la place à plus de végétation, des broussailles, des cactus et finalement des bosquets d'arbres. Le terrain devenait plus varié, les affleurements rocheux offrant des instants d'ombre bienvenus. « N'êtes-vous pas inquiet ?» demanda Élise après un long silence. « D'amener une femme blanche dans votre camp ?» Cala marqua une pause avant de répondre. « Le chef élan rapide est un homme sage. Il écoute avant de juger. Les autres ne vous accueilleront peut-être pas, mais ils respectent le chef. »« Et vous, » insista Élise, « ne risquez-vous pas des ennuis pour avoir amené une étrangère ?»« Je suis le fils du chef de guerre, » expliqua Cala. « Ma voix compte au conseil. Mais oui, certains poseront des questions. Tous les Cheyennes n'ont pas de bons souvenirs avec les Blancs. » Cet euphémisme fit grimacer Élise. Elle connaissait assez d'histoire de la frontière pour comprendre les conflits sanglants entre colons et natifs. Les atrocités avaient été commises des deux côtés, mais elle savait aussi de qui les terres étaient méthodiquement volées. Vers midi, comme Cala l'avait prédit, ils approchèrent d'une vallée dissimulée entre deux crêtes rocheuses. Lorsqu'ils franchirent le sommet d'une colline, le souffle d'Élise se coupa devant le spectacle en contrebas. Un ruisseau serpentait au centre de la vallée, ses rives bordées de peupliers. Dispersés parmi les arbres, une vingtaine de tipis se dressaient, leur peau tannée dorée par le soleil. Des chevaux paissaient dans un corral naturel formé par les parois de la vallée, et la fumée des feux de cuisine s'élevait paresseusement. « C'est magnifique, » dit Élise avec sincérité. Leur approche n'était pas passée inaperçue. Plusieurs guerriers chevauchèrent à leur rencontre, leurs expressions dures et suspicieuses en découvrant la jeune femme. Un échange rapide en langue cheyenne s'ensuivit, Cala répondant avec calme mais fermeté à ce qui ressemblait à des questions colériques. Un guerrier, distingué par des plumes élaborées dans sa chevelure et des symboles peints sur sa monture, plaça son cheval directement en travers de leur chemin, bloquant le passage. Ses yeux noirs transperçaient Élise avec une hostilité non dissimulée.
C'est Nako, mon cousin, expliqua Kala en anglais. Il demande pourquoi j'amène l'ennemi dans notre foyer. Le cœur d'Élise battait à tout rompre. S'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas une ennemie, dit-elle, essayant de garder une voix stable. Kala traduisit, puis ajouta quelque chose qui fit s'écarquiller des yeux de Nako. Le guerrier regarda Élise avec un intérêt nouveau, bien que sa méfiance restât évidente. « Je lui ai dit que les hommes blancs vous ont laissé mourir parce que vous avez défendu l'un de nos enfants, expliqua Kala. Il ne fait toujours pas confiance, mais il est curieux maintenant. » Après une brève discussion, les guerriers les escortèrent jusqu'au camp. Élise sentait des dizaines de regards peser sur elle alors qu'ils entraient. Des enfants curieux, épiant derrière leur mère, des anciens observant impassiblement depuis l'ombre, des femmes suspendant leur travail pour dévisager l'étrange femme blanche sur le cheval de Kala. Ils s'arrêtèrent devant le plus grand tipi au centre du campement. « Et vous, insista Élise, ne risquez-vous pas la disgrâce pour avoir introduit une étrangère parmi les vôtres ? Je suis le fils du chef de guerre, expliqua Kala. Ma voix porte au conseil. Mais oui, certains contesteront ce choix. Tous les Cheyennes ne gardent pas un bon souvenir des Blancs. » L'euphémisme fit grimacer la jeune femme. Elle connaissait suffisamment l'histoire sanglante de la frontière pour comprendre la violence des conflits entre les colons et les natifs. Des atrocités avaient été commises de part et d'autre, mais elle savait pertinemment à qui appartenaient les terres que l'on volait méthodiquement. Vers midi, comme Kala l'avait prédit, ils approchèrent d'une vallée encaissée, dissimulée entre deux crêtes rocheuses. Lorsqu'ils franchirent le sommet de la colline, le souffle d'Élise se coupa devant le spectacle en contrebas. Un ruisseau aux eaux claires serpentait au centre de la combe, ses rives bordées de peupliers frémissants. Dispersés parmi les arbres, une vingtaine de tipis se dressaient, leur peau tannée dorée par le soleil. Des chevaux paissaient dans un corral naturel formé par les parois de la vallée, et la fumée des feux de camp s'élevait paresseusement vers le ciel. « C'est magnifique, » dit Élise avec sincérité. Leur approche ne passa pas inaperçue. Plusieurs guerriers chevauchèrent à leur rencontre, le visage fermé et le regard lourd de soupçon en découvrant la jeune femme. Un échange rapide en langue cheyenne s'ensuivit, Kala répondant avec un calme impérieux à ce qui ressemblait à des invectives. Un guerrier, distingué par des plumes d'aigle dans sa chevelure et des symboles ocre peints sur sa monture, plaça son cheval en travers de leur chemin, leur barrant la route. Ses yeux noirs transperçaient Élise avec une hostilité non dissimulée. « C'est Nako, mon cousin, » expliqua Kala. « Il demande pourquoi j'amène l'ennemi dans notre foyer. » Le cœur d'Élise battait à tout rompre dans sa poitrine. « S'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas une ennemie, » souffla-t-elle, tentant de maîtriser le tremblement de sa voix. Kala traduisit, puis ajouta quelques mots qui firent s'écarquiller les yeux de Nako. Le guerrier dévisagea alors Élise avec un intérêt nouveau, bien que sa méfiance restât palpable. « Je lui ai dit que les hommes blancs vous ont laissé mourir parce que vous aviez pris la défense d'un de nos enfants, » expliqua Kala. « Il ne vous fait toujours pas confiance, mais sa curiosité est éveillée. » Après une brève discussion, les guerriers les escortèrent jusqu'au cœur du campement. Élise sentait le poids de dizaines de regards, des enfants curieux épiant derrière les jupes de leur mère, des anciens observant impassiblement depuis l'ombre, des femmes suspendant leur ouvrage pour dévisager l'étrange femme pâle sur le cheval de Kala. Ils firent halte devant le plus grand tipi, au centre du cercle. Un vieil homme émergea. Son visage était raviné par les années, mais sa posture demeurait droite et fière. Une magnifique coiffe de plumes couronnait sa tête, et il émanait de lui une autorité naturelle et incontestable. « Chef, élan rapide !» annonça Kala avec respect en mettant pied à terre, avant d'aider Élise à descendre. Ses jambes flageolèrent après cette longue chevauchée, mais elle se força à se tenir droite, déterminée à montrer son respect. Kala s'adressa longuement au chef dans leur langue, expliquant sans doute la situation. Le visage du vieil homme resta de marbre, mais ses yeux, vifs et intelligents, scrutaient Élise avec intensité. Lorsque Kala eut terminé, Élan rapide s'approcha d'elle. Malgré l'épuisement et la peur, elle soutint son regard. « Mon fils dit, les hommes blancs t'ont laissé mourir parce que tu as parlé pour la justice, » déclara le chef dans un français surprenant de clarté. « Est-ce la vérité ? » « Oui,
répondit Élise. Un garçon d'à peine 10 ans était accusé de vol. Je savais qu'il était innocent et je l'ai dit. Le conseil de la ville n'a pas apprécié mon intervention. Élan Rapide hocha lentement la tête. Et maintenant, tu cherches refuge auprès de ceux que ton peuple appelle ennemis? Je cherche refuge auprès de ceux qui m'ont montré plus d'humanité que les miens, répondit-elle avec honnêteté. Un murmure parcourut la foule assemblée lorsque Kala traduisit ces paroles. L'expression du chef demeura indéchiffrable, mais une lueur traversa son regard. Peut-être de l'approbation ou une simple reconnaissance. Tu logeras avec la guérisseuse, décida Élan Rapide. Elle est veuve, ses enfants sont grands. Son tipi a de la place. Tu aideras aux tâches des femmes pendant que le conseil décidera de ton sort. Ce n'était pas exactement un accueil chaleureux, mais c'était inespéré. Merci de votre générosité, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Une femme âgée s'avança hors de la foule. Malgré son âge, elle se mouvait avec grâce et détermination. Son visage était marqué par le temps, ses longs cheveux gris tressés de perles colorées et ses yeux recelaient une sagesse qui commandait le respect. « Voici Apponie », expliqua Kala, « la femme médecine. Elle guérit le corps et l'esprit. » Apponie s'approcha d'Élise, la toisant de son regard perçant. Elle s'adressa à Kala qui traduisit. Elle dit « Tu es faible à cause du soleil et de la soif. Il faut du repos et de la nourriture avant toute chose. » Apponie fit signe à Élise de la suivre. Tandis qu'elle traversait le camp vers un tipi proche du ruisseau, la jeune femme était douloureusement consciente de l'attention qu'elle suscitait. Certains visages affichaient une hostilité ouverte, d'autres une simple curiosité, et quelques-uns, surtout parmi les enfants, une fascination sans jugement. L'intérieur du tipi de la guérisseuse était plus modeste que celui du chef, mais tenu avec un soin méticuleux. Des pots couvraient le sol et des bouquets d'herbes séchées pendaient aux poteaux de soutien. L'air embaumait la fumée, le cuir et une odeur médicinale qu'Élise ne parvenait pas à identifier. Apponie lui indiqua de s'asseoir, puis lui tendit un bol en bois contenant un ragoût de viande et de racines sauvages. Malgré sa fatigue, Élise réalisa qu'elle était affamée et mangea avec gratitude pendant que la vieille femme s'affairait à broyer des plantes dans un mortier de pierre. Lorsqu'elle eut terminé, Apponie s'approcha avec la pâte qu'elle venait de préparer. Elle désigna le visage et les bras rougis d'Élise. « C'est un onguent pour les brûlures », expliqua Kala depuis l'entrée du tipi. « Une bonne médecine pour guérir la peau. » Élise acquiesça pour la remercier et laissa Apponie appliquer la pâte fraîche sur son épiderme meurtri. Le soulagement fut immédiat et elle soupira d'aise. « Dis-lui merci », demanda Élise à Kala, « pour le repas et les soins. » Après la traduction, les traits sévères d'Apponie s'oussirent imperceptiblement. Elle parla de nouveau. Elle dit « Repose-toi maintenant. Demain, tu apprendras les voix des Cheyennes. » Alors que Kala se détournait pour partir, Élise le rappela. « Merci de m'avoir sauvé la vie. » Il s'arrêta, la regardant par-dessus son épaule avec une expression illisible. « La vie a un but, même lorsque le sentier semble perdu, » répondit-il. « Dors bien, Élise Morin. » Laissée seule avec Apponie qui rangeait silencieusement ses herbes, Élise s'allongea sur les fourrures douces et ferma les yeux. Malgré l'étrangeté des lieux et l'incertitude du lendemain, elle se sentait plus en sécurité ici que dans la ville qui l'avait rejetée. Tandis que le sommeil l'emportait, elle se demanda ce que l'avenir lui réservait dans ce nouveau monde où elle n'aurait jamais cru entrer. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de découvertes. Chaque jour apportait son lot de défis, alors qu'elle luttait pour s'adapter à la vie de la tribu et naviguer dans la complexité des relations sociales du camp. Certains membres, comme Nako, gardaient leur distance, enfermés dans leur méfiance. D'autres, particulièrement les enfants, l'approchaient avec une curiosité débridée pour ses vêtements étranges et ses cheveux d'or. Apponie se révéla être un professeur sévère, mais juste. La guérisseuse parlait peu le français, mais par des gestes, des mimiques et les traductions occasionnelles de Kala ou d'Élan Rapide, elle enseigna à Élise les rudiments de la vie nomade. Élise apprit à identifier des plantes comestibles, à préparer les pots, à raccommoder les vêtements et à aider à la cuisine. Sa première tentative de fabrication de pemmican, ce mélange de viande séchée, de graisse et de baies, essentiel pour l'hiver, avait arraché un rire rare à la stoïque Apponie. « Trop de graisse », avait traduit Kala. «
ses propres lèvres frémissant d'un amusement contenu. Ça rend l'estomac malade, essaie encore. Ce jour-là, agenouillée sur la berge du ruisseau à récurer les ustensiles de cuisine, Élise songeait à la métamorphose de son existence en un temps si court. Ses mains, jadis douces et préservées, étaient désormais calleuses, durcies par le labeur. Sa peau claire avait pris une teinte dorée sous le soleil, malgré les onguents protecteurs d'Aponie. Et sa robe en lambeaux avait cédé la place à une tenue cheyenne, une simple tunique en peau de daim, ornée de perles discrètes qu'une des femmes lui avait cédée à contre-cœur. « Tu ne ménages pas ta peine » fit une voix désormais familière dans son dos. Élise releva la tête et vit Cala debout sur la rive, sa haute silhouette se découpant à contre-jour dans le soleil de l'après-midi. Bien que ses devoirs de fils du chef de guerre l'occupassent grandement, entre la chasse et la défense de la tribu, il trouvait souvent un moment pour s'enquérir de ses progrès. « J'essaie de mériter ma place », répondit Élise en s'asseyant sur ses talons. « Tout le monde travaille ici, je ne serai pas une exception. » Cala acquiesça, une lueur d'approbation dans le regard. « Beaucoup pensaient que tu pleurerais et supplierais pour retourner dans le monde des Blancs. Tu les as surpris. »« Je n'ai nulle part où retourner, » dit-elle simplement. « Et d'ailleurs, j'apprends plus ici que je ne l'aurais jamais fait à Silver Creek. » Elle se leva, essuyant ses mains sur sa tunique. Au fil des semaines, elle s'était sentie de plus en plus à l'aise en présence de Cala. Sa réserve initiale avait peu à peu laissé place à une amitié prudente, bien qu'une certaine formalité persistât entre eux, une barrière invisible qu'aucun des deux ne semblait prêt à franchir. « Le conseil se réunit ce soir, » annonça Cala, son expression devenant soudain grave. « Nous déciderons de ton avenir. » Élise sentit son estomac se nouer. « Que penses-tu qu'ils vont décider ?»« Il y a beaucoup de voix différentes, » répondit-il avec un léger haussement d'épaule. « Certains disent de t'envoyer au loin quand les trappeurs passeront à la prochaine lune. D'autres disent que tu peux rester si tu continues d'aider et d'apprendre nos coutumes. »« Et que dit Cala ?» demanda Élise avec audace, soutenant son regard. Quelque chose vacilla dans ses yeux sombres, une émotion qu'elle ne put identifier. « Cala dit que tu as un cœur fort et que tu mérites une chance. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement « Mais la décision ne m'appartient pas à moi seul. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, une agitation provenant du camp attira leur attention. Des cris retentirent, suivis par le martèlement sourd de sabots approchant au galop. L'attitude de Cala changea instantanément. Sa main glissa vers le couteau à sa ceinture alors qu'il s'interposait par réflexe devant Élise. 5 cavaliers firent irruption dans le camp, leur monture écumante de sueur. Élise reconnut Nako parmi eux, le visage sombre, hurlant des nouvelles en langue cheyenne. Le camp entra en ébullition. Les femmes rassemblaient les enfants, les hommes se saisissaient de leurs armes. « Que se passe-t-il » demanda Élise, la peur lui serrant le cœur. « Les éclaireurs signalent des soldats blancs sur la crête nord, » expliqua Cala sèchement. 20 hommes, peut-être plus, avec des pisteurs à Ricara. Élise connaissait assez l'histoire de la frontière pour saisir la gravité de la situation. L'armée américaine employait souvent des membres de tribus rivales comme éclaireurs pour traquer les Cheyennes. « Est-ce qu'ils me cherchent » demanda-t-elle, horrifiée à l'idée d'avoir involontairement attiré le danger sur ceux qui l'avaient abrité. Cala secoua la tête. « Pas pour toi. L'armée chasse toujours. Nous attaquons les colonies qui prennent nos terrains de chasse. Ils nous appellent hostiles. » Il n'y avait aucune excuse dans sa voix, seulement le constat de la dure réalité de leur existence. Élan rapide émergea de son tipi, appelant les guerriers au rassemblement. Cala se tourna vers Élise, le regard intense. « Reste avec Aponie. Si les combats arrivent, cache-toi dans les grottes au-delà de la crête ouest. Les femmes connaissent le chemin. » Il hésita, puis ajouta d'un ton impérieux. « Quoi qu'il arrive, ne laisse pas les soldats te prendre. S'ils voient une femme blanche vivre avec les Cheyennes, ils penseront que tu es une captive devenue sauvage. Ils te traiteront pire qu'une ennemie. » Élise hocha la tête, comprenant le sinistre avertissement. Elle avait entendu des histoires de ces femmes sauvées de force, puis ostracisées par leur propre société, considérées comme souillées ou folles. « Sois prudent, » dit-elle simplement. Cala soutint son regard un instant de plus, puis fit volte-face et courut rejoindre les hommes.
Élise se hâta vers le tipi d'Aponie, où la vieille femme emballait déjà ses remèdes essentiels dans une besace en peau. Par des gestes et son vocabulaire limité, Élise aida Aponie à se préparer à une éventuelle évacuation. Autour d'elle, le camp bourdonnait d'une urgence maîtrisée. Les femmes démontaient partiellement les tipis et n'emballaient que le strict nécessaire. Les garçons rassemblaient le troupeau de chevaux, les anciens organisaient les plus jeunes. Au crépuscule, Kala et la plupart des guerriers partirent, le visage peint pour la bataille. Élise les regarda s'éloigner depuis la lisière du camp, une prière aux lèvres pour leur sécurité et pour que la sagesse prévale afin d'éviter un bain de sang. La nuit s'étira dans une attente insoutenable. Les femmes, les enfants et les vieillards restés sur place s'étaient regroupés au centre du camp, prêts à fuir au premier signal. Élise s'assit près d'Aponie, broyant des herbes à la lueur du feu pour occuper ses mains tremblantes, tandis que son esprit était assailli d'inquiétude. Vers minuit, un cavalier solitaire approcha. Les femmes se tendirent, certaines saisissant des armes de fortune, mais se détendirent en reconnaissant Faucon jeune, l'un des leurs. Il parla rapidement, et bien qu'Élise ne pût comprendre les mots, le soulagement visible sur les visages lui apprit que la nouvelle était bonne. Aponie se tourna vers elle, cherchant ses mots en français. « Pas de combat, dit la vieille femme avec hésitation. Soldat, parti. » Élise relâcha un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu. Dieu soit loué. C'était presque l'aube lorsque Kala et les autres guerriers revinrent. Ils semblaient épuisés, mais satisfaits en mettant pied à terre autour du feu central. Élise s'approcha prudemment, restant en périphérie alors qu'Élan Rapide s'adressait à la tribu assemblée. Kala la remarqua et vint à ses côtés. « Les soldats chassaient une autre bande, expliqua-t-il à voix basse. Ceux qui ont volé du bétail près de Fort Larson. Nako les a éloignés de notre vallée avec de fausses pistes. Ils suivent la mauvaise direction maintenant. » « Personne n'a été blessé ?» demanda Élise. « Pas de sang versé ce jour, confirma Kala. Mais ils reviendront. Ils reviennent toujours. » La lassitude dans sa voix témoignait d'une vie entière passée dans cette lutte, de la vigilance constante requise pour préserver la liberté de son peuple. La voix d'Élan Rapide s'éleva, et il fit un geste en direction d'Élise. Elle se raidit alors que tous les regards convergeaient vers elle. « Le chef parle de toi, traduisit Kala. Il dit « Au moment du danger, tu es resté avec notre peuple, sans songer à courir vers les soldats qui auraient pu te ramener dans le monde des Blancs. » Élise n'avait même pas envisagé cette option. L'idée de retourner vers ceux qui l'avaient laissée pour morte ou vers des soldats qui la traiteraient avec mépris ne lui inspirait que du dégoût. « Il demande au conseil de voter maintenant pour savoir si tu restes, poursuivit Kala. Il dit « Le danger a révélé ton vrai cœur. » Élise retint son souffle alors que des mains se levaient et que des voix s'élevaient. Elle ne pouvait suivre les échanges rapides, mais elle voyait que les avis étaient partagés. Nako parla avec passion, ses gestes traduisant sa réticence. Plusieurs anciens hochèrent la tête en signe d'accord. Puis Aponie se leva. Malgré sa frêle stature, elle commandait l'attention de tous. Elle parla brièvement mais avec force, pointant du doigt Élise, puis ses propres remèdes. Lorsqu'elle eut fini, un murmure parcourut l'assemblée. Finalement, Élan Rapide leva la main pour réclamer le silence et prononça les derniers mots. Kala se tourna vers Élise, l'expression plus légère qu'elle ne l'avait jamais vue. « Le conseil accepte. » Il soupira. « Tu peux rester pour l'hiver, apprendre nos voix complètement. Au printemps, si tu souhaites toujours rester, il y aura une cérémonie pour t'intégrer à la tribu. » Des larmes de soulagement et de gratitude emplirent les yeux d'Élise. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci à tous. » Alors que le conseil se dispersait, Kala resta à ses côtés. « Aponie a parlé pour toi, » expliqua-t-il. « Elle a dit, elle apprend vite, elle travaille sans se plaindre, elle montre du respect pour nos coutumes. Ses vieilles mains ont besoin d'une jeune aide pour les médecines. » Élise sourit à travers ses larmes. « Je travaillerai plus dur que jamais pour lui prouver qu'elle a raison. »« Je sais, » dit simplement Kala. Puis, après une brève hésitation, il ajouta « J'ai aussi parlé pour toi. » Élise leva les yeux vers lui, surprise. « Qu'as-tu dit ?» Le regard de Kala était stable, sa voix calme mais ferme.
J'ai dit, le Créateur te l'a envoyé pour une raison. Parfois, les plus grands alliés viennent des endroits les plus inattendus. Il marqua une pause, puis ajouta avec l'ombre d'un sourire. J'ai dit, quiconque est assez têtu pour se disputer avec Aponie sur la bonne façon de préparer les herbes de guérison a sa place chez les Cheyennes. Élise éclata d'un rire franc en se remémorant son débat passionné avec la guérisseuse concernant la préparation adéquate de l'infusion d'écorce de saule. J'avais raison finalement, admit-elle. C'est bien la première fois que quelqu'un a le dernier mot face à Aponie, rétorqua Kala en secouant la tête, mimant la stupéfaction. Ce jour-là, j'ai su que tu avais ta place ici. Alors que le soleil levant baignait le campement d'une lumière dorée, Élise ressentit un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, pas même dans la maison de son enfance, dans l'Est. Le chemin à parcourir ne serait pas aisé, des différences culturelles à surmonter, des compétences à maîtriser, une confiance à gagner totalement. Mais pour la première fois depuis son abandon dans le désert, elle ressentait quelque chose au-delà de la simple survie, l'espoir. Les mois d'hiver transformèrent radicalement le paysage autour du campement Cheyenne. La vallée, jadis luxuriante, gisait désormais sous un fin manteau de neige et le ruisseau était partiellement figé par la glace sur ses bords. La tribu avait migré vers ces terres d'hivernage, un canyon abrité offrant une protection naturelle contre les vents glaciaux qui balayaient les plaines. Élise était assise en tailleur dans le tipi d'Aponie, triant méticuleusement des herbes séchées à la lueur d'un petit feu. Dehors, le vent de décembre hurlait, mais à l'intérieur, les parois de peau de bison maintenaient une chaleur vitale. « Celle-ci pour la fièvre », dit Élise dans un cheyenne hésitant, en levant une poignée de feuilles. « Celle-là pour le mal de ventre. » Aponie hocha la tête avec approbation. « Bien », répondit-elle en français, l'un des rares mots qu'elle avait appris grâce aux leçons d'Élise. Leur communication avait évolué en un mélange unique des deux langues, complété par des gestes et des expressions faciales. 5 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Élise. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de survie s'était mué en une nouvelle existence. Ces journées étaient remplies de labeur, préparer la nourriture, tanner les pots, ramasser le bois de chauffage et, surtout, apprendre les arts de la guérison auprès d'Aponie. La vieille femme avait reconnu l'esprit vif et les mains sûres d'Élise, des qualités qui faisaient d'elle une élève douée. Le rabat du tipi s'écarta, laissant entrer une bouffée d'air glacial et la haute silhouette de Kala. Ses joues étaient rougies par le froid, des flocons s'accrochaient à ses cheveux noirs et une lourde peau de bison fourrée couvrait ses épaules. « Les chasseurs sont de retour », annonça-t-il. « Ils rapportent 2 cerfs et un bison. Assez de viande pour de nombreux jours. » Élise sourit de soulagement. Le gibier s'était fait rare ces derniers temps, et les réserves de la tribu commençaient à s'amenuiser. « C'est une merveilleuse nouvelle !» Le regard de Kala s'attarda sur elle un instant. Leur relation s'était approfondie au fil des lunes, passant d'une alliance prudente à une véritable amitié. Il lui avait appris à monter à cheval comme les siens, à lire les traces des animaux et à parler les bases de sa langue. En retour, elle avait partagé des récits de sa vie d'avant et enseigné la lecture aux enfants en traçant des signes dans la terre. « Le chef ordonne une célébration ce soir, poursuivit Kala, pour honorer les chasseurs et remercier les esprits. » Aponie fit claquer sa langue et fit un geste de la main pour chasser Élise. « Va, insista-t-elle, aide à préparer. » Dehors, le camp bourdonnait d'activité alors que les femmes dépeçaient le gibier frais et préparaient le festin du soir. Élise se joignit à elle, prenant sa place sans hésitation. Elle restait une étrangère par bien des aspects, mais la plupart des membres de la tribu avaient accepté sa présence, à défaut de l'embrasser totalement. Tandis qu'elle travaillait aux côtés des autres femmes, Élise saisit des bribes de conversation qu'elle pouvait désormais partiellement comprendre. Un mot, répété plusieurs fois, capta son attention. « Soldat ». Elle leva les yeux, croisant le regard de Kimi, une jeune femme qui s'était montrée accueillante envers elle. « Soldat ?» demanda Élise en cheyenne, le front plissé d'inquiétude. Kimi acquiesça, passant à un français approximatif. « Les éclaireurs voient loin, mais ils approchent. Peut-être 2 jours. » Les mains d'Élise se figèrent au-dessus de son ouvrage. La présence de l'armée apportait toujours une tension palpable au camp. Bien que cette bande particulière de Cheyennes ait largement évité les conflits directs en maintenant une existence nomade dans les régions les plus reculées, la menace demeurait constante. « Est-ce que Kala le sait ?» demanda-t-elle.
Conseil de guerre maintenant, confirma Kimi en désignant le tipi du chef où les hommes s'étaient rassemblés. Malgré ces nouvelles menaçantes, la célébration eut lieu comme prévu. La tribu se réunit autour de grands brasiers, partageant l'abondance de la chasse. Les tambours battaient un rythme régulier, tandis que les danseurs évoluaient selon des motifs traditionnels, leurs pieds marquant la neige légère. Élise était assise près d'Aponie, observant les festivités avec gratitude. Elle avait appris que célébrer au milieu de l'épreuve était la pierre angulaire de la vie cheyenne, trouvant de la joie dans l'instant présent tout en reconnaissant les défis que le lendemain pourrait apporter. Élan Rapide se leva pour s'adresser à la tribu, sa voix portant l'autorité malgré son âge avancé. Il parla de la chasse fructueuse, de la force du clan, et enfin des soldats en approche. Évis comprit suffisamment pour saisir que les éclaireurs continueraient de surveiller les mouvements de la troupe et que la tribu devait se tenir prête à bouger rapidement si nécessaire. Après le discours du chef, la fête continua, bien qu'avec une tonalité plus modérée. Kala se fraya un chemin à travers la foule pour s'asseoir près d'Élise. « Tu as compris les mots du chef ?» demanda-t-il. « La plupart, répondit Élise. Ces soldats m'inquiètent. » L'expression de Kala resta calme, mais Élise avait appris à lire la tension subtile autour de ses yeux. Beaucoup de soldats cette fois, pas juste une patrouille. Un officier avec des papiers est venu au poste de traite pour poser des questions sur les bandes cheyennes. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Élise, craignant de connaître déjà la réponse. « Cela signifie qu'ils ne chassent plus seulement les guerriers qui lancent des raids, expliqua-t-il sombrement. Ils veulent tous les cheyennes dans les réserves maintenant. Plus de chasse libre, plus de bisons à suivre, plus nos propres voix. » Élise avait entendu parler de la politique des réserves, l'effort du gouvernement pour confiner les tribus natives sur des terres désignées, officiellement pour leur protection, mais mettant effectivement fin à leur mode de vie traditionnel. La pensée que ce peuple fier et indépendant, qu'elle avait appris à connaître, soit forcé dans une telle existence lui brisait le cœur. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle doucement. « Le conseil est divisé, admit Kala. Certains disent de se battre, de mourir libre. D'autres disent qu'il y a trop de soldats, trop de fusils. Ils disent que nous devons trouver de nouveaux terrains de chasse plus à l'ouest, où l'armée n'est pas encore. »« Et que dit Kala » demanda Élise, faisant écho à une question qu'elle avait posée des mois auparavant. Il garda le silence un long moment, regardant les danseurs tourner autour du feu. « Le cœur de Kala dit de se battre, » répondit-il finalement. « Mais sa tête dit que la tribu doit survivre. Les enfants doivent grandir, les coutumes doivent perdurer. » Il se tourna pour la regarder droit dans les yeux. « Que dit Élise ?» La question la prit au dépourvu. Malgré son acceptation croissante au sein de la tribu, on ne lui avait jamais demandé son avis sur des sujets aussi cruciaux. « Je pense, commença-t-elle avec précaution, que votre peuple a survécu en s'adaptant quand c'était nécessaire, en étant plus fort et plus malin que ceux qui voulaient vous détruire. Peut-être est-ce un autre moment pour l'adaptation, pas pour la reddition. » Kala hocha lentement la tête. Des paroles sages. Après une pause, il ajouta « Le conseil parle aussi de toi. » Élise se raidit. « Oh ? Certains disent que la femme blanche attire les soldats. Ils disent que tu dois partir. » Les mots piquèrent, bien qu'elle comprît la peur qui les motivait. « Le crois-tu » Kala secoua la tête fermement. « Les soldats viennent avec ou sans toi. Ils viennent toujours. » Il hésita, puis ajouta plus doucement. « Mais ta présence pose question. Si les soldats trouvent une femme blanche vivant volontairement avec les Cheyennes, ils ne comprendraient pas. Les complexités de ma situation seraient perdues pour des militaires ayant l'ordre de soumettre des tribus hostiles, acheva Élise pour lui. Ma présence pourrait servir de justification supplémentaire pour des mesures sévères contre ceux qui m'ont sauvé la vie. » La célébration commença à s'essouffler alors que les familles regagnaient leur tipi pour la nuit. Élise marcha avec Aponie vers leur demeure partagée, l'esprit lourd d'inquiétude. Alors qu'elle se préparait à dormir, la vieille femme sembla sentir ses pensées tourmentées. « Femme étoile troublée », dit Aponie en cheyenne, utilisant le nom qu'elle avait donné à Élise en raison de sa fascination pour le ciel nocturne. « J'ai peur d'apporter le danger sur notre peuple », répondit Élise dans la même langue. Sa grammaire était imparfaite, mais son sens était clair. Aponie secoua la tête avec fermeté. « Tu es des nôtres, maintenant, insista-t-elle. Où le peuple va, tu vas. »
Élise fut profondément touchée par l'inclusion impliquée dans les mots d'Aponie, mais son cœur resta lourd alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité. Elle fut réveillée avant l'aube par la voix urgente de Kala à l'extérieur du tipi. « Élise, Aponie, réveillez-vous, maintenant !» Elles émergèrent pour trouver le camp dans un chaos contrôlé. Les guerriers scellaient les chevaux, les femmes emballaient à la hâte les fournitures essentielles et les enfants étaient emmitouflés dans des couvertures chaudes. Les éclaireurs signalent les soldats plus proches que prévu, expliqua Kala sèchement. Ils bougent vite, avec beaucoup de chariots. Nous partons maintenant pour les montagnes de l'Ouest. Alors qu'Élise aidait Aponie à rassembler ses remèdes, une agitation soudaine à l'orée du camp attira tous les regards. Un groupe de guerriers surgit au grand galop, le visage grave et fermé. « Les soldats bloquent le sentier de l'Ouest », annonça Nako en mettant pied à terre. « Ils nous attendent déjà là-bas. Nous sommes encerclés. » Un lourd silence s'abattit sur la tribu à mesure que la réalité de la situation s'imposait. Élan rapide convoqua immédiatement le conseil de guerre, ses traits ravinés empreints d'une solennité glaciale. Élise resta avec les femmes, observant les hommes conférer avec urgence. Le ciel à l'est commençait à s'éclaircir, révélant la beauté austère du paysage hivernal et égrenant le peu de temps qu'il leur restait pour décider de leur sort. Lorsque le conseil se dispersa, Kala rejoignit Élise et Aponie. Son expression était résolue, sa voix basse et stable. « Le chef a tranché, dit-il. Nous irons à la rencontre des soldats sous la bannière de trêve. Nous écouterons leurs paroles. Si leurs conditions sont acceptables, nous éviterons le bain de sang. » « Et sinon ?» demanda Élise, bien qu'elle redoutât déjà la réponse. « Alors nous nous battrons, répondit simplement Kala. Mieux vaut mourir libre que vivre en captif. » Il marqua une hésitation, puis ajouta. « Le chef a une demande particulière pour toi, Élise Morin. »« N'importe quoi, répondit-elle sans la moindre hésitation. Tu viendras avec nous devant les soldats, expliqua Kala. Montre-leur qu'une femme blanche vit ici de son plein gré et non comme une captive. Parle-leur de nos voies pacifiques. Dis-leur que nous souhaitons seulement vivre selon nos traditions. » Élise comprit instantanément la stratégie, mais aussi le péril. « Il pourrait m'arrêter pour trahison ?»« C'est possible, reconnut Kala. Mais les soldats hésiteront davantage à attaquer si une femme blanche est présente. Cela donnera du temps aux femmes et aux enfants pour fuir si les pourparlers échouent. » La responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, mais elle hocha la tête avec fermeté. « Je le ferai. » Alors que le soleil franchissait l'horizon, une petite délégation se prépara à chevaucher vers les troupes qui approchaient. Élan rapide, resplendissant dans sa coiffe de cérémonie, ouvrait la marche. Kala et 3 autres guerriers, dont un Nako réticent, l'accompagnaient. Élise, vêtue de sa plus belle robe de daim, ses cheveux blonds tressés à la mode Cheyenne, chevauchait à leur côté. Ils franchirent une petite colline et découvrirent les soldats qui attendaient dans la vallée en contrebas. Au moins 50 hommes en uniforme bleu, montés et armés, suivis de plusieurs chariots de ravitaillement. Un officier s'avança avec un interprète et un drapeau blanc claquant au vent. À mesure qu'il s'approchait, le cœur d'Élise battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses choix l'avaient conduite à cet instant précis, en équilibre entre 2 mondes, n'appartenant plus totalement à l'un ni à l'autre, mais liés aux 2. Quoi qu'il advienne ensuite, elle savait avec certitude que ce désert, qui avait failli lui prendre la vie, lui en avait offert une nouvelle, une existence empreinte d'un but et d'un sens qu'elle n'aurait jamais imaginé. Kala lui lança un regard, son expression transmettant tout ce que les mots ne pouvaient dire, le respect, la confiance, et quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux n'avait encore osé nommer. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Élise redressa les épaules et releva le menton. « Prête », répondit-elle, la voix affermie par une force nouvelle. Elle n'était plus l'institutrice effrayée abandonnée dans les dunes, mais une femme qui avait trouvé son courage dans le plus inattendu des refuges. Alors qu'ils avançaient pour affronter le destin qui les attendait, Élise fit le serment silencieux que, peu importe si le jour finissait dans la paix ou le conflit, elle resterait fidèle à ceux qui lui avaient rendu la vie quand les siens l'avaient rejetée. Certains pourraient appeler cela une trahison de sa race, mais elle lui donnait un autre nom, la justice.